Chers amis, bonjour. Je vais revenir sur la notion de blasphème, parce que il se trouve qu'il y a certains musulmans sur Internet qui expliquent que ils ne cautionnent pas. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils cautionnent le crime qui a été fait à Charlie Hebdo, mais il y a certains musulmans qui se trouvent, quoi qu'on en dise, choqués par les caricatures qui ont été faites sur Mahomet, etc. Ils ne cautionnent pas le crime, hein. Ils ne cautionnent pas le crime, mais ils ne sont pas d'accord. Voilà. Alors, moi, je vais expliquer pour quelle raison. Je suis rigoureusement opposé à la notion de blasphème. C'est parce que ce qu'on nomme le blasphème, qui n'est pas propre au Coran et aux musulmans, hein. Le blasphème, c'est la définition du blasphème, c'est le fait de condamner une attitude que l'on prend par rapport à un précepte religieux. Alors, chez les musulmans intégristes, ça justifie la notion de charia, par exemple. À une époque, il fut un temps, chez les catholiques, où ça n'allait pas jusque-là, bien sûr, mais où on condamnait le fait que quelqu'un se permette de porter atteinte à l'Église, quelle qu'en soit la raison. Pour moi, c'est... Cabu disait une religion, c'est une idéologie, et à ce titre-là, on est parfaitement en droit d'en parler et de le juger et de le critiquer, etc. Et alors, sur ce point, je le rejoins entièrement. Entièrement. La notion de blasphème, pour moi, par définition, est quelque chose d'absolument irrecevable. Mais je m'en explique. Comment dire ? Pour moi, il n'est de bonne religion que celle qui rend l'individu plus fort et plus conscient de ce qu'il a de positif à apporter à ses semblables. Tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est l'ennemi de l'humanité, c'est l'ennemi de l'être humain, c'est l'ennemi de l'altruisme, c'est l'ennemi de la connaissance, c'est l'ennemi de la tolérance. Voilà. Donc moi qui suis croyante, si demain je trouve quelqu'un qui fait une caricature de François Ier, de Jésus, de Dieu, de n'importe quoi de religieux, je ne vais pas nécessairement cautionner, mais en aucun cas je le condamnerai, par principe. Comme dit, je ne sais plus qui a dit, je suis contre votre point de vue, mais je me battrai jusqu'au dernier souffle pour que vous puissiez le dire. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on est en démocratie, par définition, tous les propos doivent être acceptés comme étant lus. Ça ne veut pas dire qu'on les cautionne. On en revient d'ailleurs à la notion, alors là je vais faire bondir certains probablement, hein. On dit que le racisme est condamnable. Le racisme n'est pas une idéologie politique, le racisme est une opinion. C'est une idéologie, malheureusement, d'une certaine façon, le racisme. Et donc Cabu luttait contre, d'une certaine façon, et il avait parfaitement raison. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui tient des propos racistes, le condamner n'est pas la solution. Vous devez l'écouter, au contraire, et le respecter dans son racisme. Parce que si vous le respectez dans son racisme, vous êtes vous, alors, entendant, ne cautionnant pas, mais vous êtes en mesure d'ouvrir le dialogue, et donc vous avez plus de chances de modifier son attitude et son point de vue. Le racisme n'est pas un crime. Ce qui est un crime, c'est de promouvoir le racisme. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que ça, c'est criminel, du coup. C'est vraiment... Ça n'est pas criminel uniquement vis-à-vis de la loi. C'est criminel dans la mesure où ça incite l'être humain à se méfier de son prochain. C'est ça qui est extrêmement grave. Enfin, voilà. Mais en fait...
cette vidéo, je voulais vous parler surtout ce matin de la notion de blasphème, parce que cette notion de blasphème, c'est quelque chose de sacré, ça fait peur. Pour moi, dès l'instant qu'il s'agit de religion, la notion de peur rattachée à la notion de religion est quelque chose d'effroyable. Et là, pour le coup, je considère que le mot blasphème, rien que le mot de blasphème, c'est l'anti-humanité. Vraiment. C'est la religion dans le caniveau. Voilà. Demain, quelqu'un qui se moque de François Ier, moi, alors, pour le coup, non seulement je vais rien dire, mais ça va me faire rire. Et je sais que lui, ça le fera rire aussi, d'ailleurs. Parce que quand on est bien intentionné envers son prochain, on ne peut en aucun cas être ennemi de la démocratie et de la liberté d'expression. Voilà. Je tiens juste à rappeler que les dessinateurs qui ont été assassinés, quand ils faisaient des caricatures et des dessins humoristiques, ils suivaient leur instinct. Leur instinct ne consistait pas et n'a jamais eu pour objectif de blesser qui que ce soit, mais de montrer certains faits de société sous un angle qui, en dénonçant le côté ridicule ou désuet ou comique, dénonçait ou défendait une cause en particulier, dans la majorité des cas. C'est pour ça qu'hier, dans une de mes vidéos, j'expliquais, si on éprouve le besoin de se moquer de l'islam, c'est parce qu'on sait aujourd'hui qu'au sein de l'islam, il y a les sectes islamiques qui sont les ennemis de la démocratie, qui humilient les femmes, qui les cachent sous des vêtements où leur identité est carrément niée. Parce que aujourd'hui, je vous signale qu'il n'y a guère que dans les pays occidentaux que certaines femmes revendiquent le droit de porter le voile intégral. Hein. Parce que dans tous les pays musulmans, celles qui portent le voile intégral, elles sont pas fières de le porter. Elles aimeraient bien le quitter, elles par contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, c'était extrêmement important. Je me suis encore pris le bec d'ailleurs, je sais plus, la semaine dernière, avec quelqu'un sur le sujet, qui était une femme qui était quand même assez agressive. Enfin, je pense que c'était pas quelqu'un Enfin, je veux dire, c'était une manipulation, visiblement. Je pense. Mais ça aurait pu être quelqu'un de very... Je sais qu'il y en a sur le sol français qui revendiquent le droit de porter le voile intégral. Je serai toujours, moi, contre le voile intégral. Parce que je parle bien du voile intégral et pas du voile. Hein. Parce que le voile, dans la religion catholique, les religieuses portent le voile aussi, en plus. Hein. Donc c'est complètement ridicule. C'est un faux débat pour moi, ça. C'est un faux débat. Quelqu'un qui a envie de porter des robes longues ou des jupes longues, de cacher ses jambes, de cacher ses bras, dès l'instant que le visage est découvert, son identité est là. Si vous lui sortez une connerie, elle va rigoler ou elle va pas rigoler. Mais son identité est là. Vous voyez son visage, vous voyez ses yeux, vous voyez son sourire, vous voyez quand elle est triste, quand elle rit, quand elle pleure, Voilà, l'identité de la femme est parfaitement respectée avec le voile, ce qui n'est absolument pas le cas avec le voile intégral. Et alors là, en plus, avec ce qui vient de se passer, je vous explique même pas. Parce que sous le voile intégral, peuvent très bien se cacher n'importe qui. Donc votre voile intégral, je vous conseille sérieusement, je sais pas, vous en faites des mouchoirs, des nappes pour mettre sur la table, ou ce que vous voulez. Alors, si vous voulez, je peux me pencher sur le recyclage du voile intégral. Hein. Alors, le voile intégral, moi, je vous recommanderais, par exemple, d'installer dessus du patchwork avec des petits imprimés à fleurs ou des choses comme ça, des trucs bien fleuris, vous savez, des petits tissus qui sont à l'image de l'épanouissement sexuel de la femme, par exemple. Hein. Votre voile intégral, vous le collez quelque part, alors comme vous n'avez même pas idée. Hein. Ça c'est clair. Avec les nouvelles dispositions qui vont être prises, je pense que là normalement il n'y a pas de souci. Hein. D'autant plus qu'on recherche chez encore quelqu'un, là, une femme qui est liée justement aux terroristes là, donc c'est assez clair. Mais la notion de blasphème, c'est une notion à laquelle personne n'ose s'attaquer, pardon. Et je comprends, parce qu'évidemment, avec ces histoires de charia, c'est normal que ça fasse peur, quoi. Alors, je tiens juste à préciser une chose. Nous sommes, nous, sur le plan planétaire, je crois, les défenseurs de la liberté d'expression les plus ultras. Alors, j'en tiens pour preuve
le fait que ce qui s'est passé au niveau de Charlie Hebdo a été couvert à l'étranger, mais dans beaucoup de pays, la presse a choisi de flouter les caricatures en question, ou de flouter certains visages ou certains slogans, etc. etc. Alors, il y a certains arguments qui sont recevables. Bon, il y a l'argument de la sécurité, ce qu'on peut comprendre à chaud là, si vous voulez. Donc c'est parfaitement compréhensible dans certains pays. Mais aux États-Unis, par exemple, c'est flouté. Et l'argument qui est avancé, c'est que la presse et les caricaturistes là-bas ne s'attaquent jamais à quoi que ce soit de religieux. Mais par contre, c'est le pays où le port d'armes est le plus légalisé, où donc vous trouvez des kalachnikovs, etc., etc., bien plus facilement qu'en France encore. Donc c'est assez paradoxal. On respecte la religion au point de ne pas s'en moquer, mais par contre, n'importe qui peut s'acheter des armes à feu et n'importe quelle arme à feu. Donc je pense que c'est un très bon moyen de saisir l'occasion de se remettre en question. Parce qu'en fait, il est là le problème aujourd'hui. C'est que ce qui s'est passé chez nous, c'est extrêmement grave, c'est un fait. Mais la façon dont ça va décupler non seulement la liberté d'expression, mais aussi le fait de permettre à certains autres États de se remettre en cause, je pense que l'occasion est à saisir. Vraiment, hein. Je me moque pas quand je dis ça. C'est quand même pas normal qu'aux États-Unis aujourd'hui, les lobbies des armes détiennent autant de pouvoir. Hein, alors qu'on sait qu'à intervalles réguliers, il se trouve un adolescent dans un lycée, qui va systématiquement se mettre à descendre tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est quand même extrêmement grave. C'est quand même pas normal que dans un pays, un déséquilibré, qu'il soit embrigadé par une secte islamique ou pas, parce que ça n'est pas toujours le cas. Quelquefois, ils sont embrigadés par des partis d'extrême droite sans connotation religieuse, hein, ça arrive aussi. Hein. Quelquefois, les deux sont liés. Enfin, bon, les psychiatres... Alors, il y a aussi un truc qu'il faut savoir. La notion de prophète. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Un prophète, c'est quelqu'un qui, dans l'histoire, donc y compris depuis plusieurs milliers d'années, quelqu'un qui a prétendu avoir des dons surnaturels et être un envoyé de Dieu. C'est la définition d'un prophète. Jésus est un prophète, Mohamed est un prophète. Voilà. Mahomet, pardon. Il y en a d'autres dans toutes les religions, il y a des gens qui ont eu la prétention d'être envoyés par Dieu ou qui ont la prétention d'être envoyés par Dieu. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Enfin, je pense que si j'avais été envoyé par Dieu, personnellement, j'aurais reçu quelque chose, un petit mot, enfin, vous voyez, un truc concret, quoi, quelque chose qui prouve quelque chose. Bah oui, parce que quand même, faut quand même pas exagérer. Je tiens juste à préciser que au sein des hôpitaux psychiatriques, il doit bien y avoir, mais c'est pas une blague ce que je vous raconte, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, je crois que c'était l'année dernière, un article qui parlait du milieu psychiatrique dans un pays arabe, mais je me souviens plus où c'était, où il y avait allègrement 20 ou 30 personnes qui arrivaient aux urgences en disant « je suis un envoyé de Dieu, oui, oui, oui ». Et le psychiatre dit « oui, oui, bien sûr ». Et oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours plein de gens qui pensent qu'ils sont envoyés de Dieu. Hein. Je veux dire, bah oui, c'est marrant, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont envoyés de Dieu. Voilà. Moi, bah oui, ça me fait rigoler, parce que, je veux dire, des gens qui ont un instinct un peu développé, il y en a partout. Et puis, moi, je connais des gens, par exemple, qui entendent des voix. Hein, parce qu'on est tous un petit peu fous quelque part. Hein. Si vous prenez 100 personnes qui marchent dans la rue, il y en a 90% qui peuvent très bien être qualifiés de fous, de génies, de prophètes, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Il y a un peu de tout, c'est normal, c'est comme ça. Hein. Je connais par exemple une femme, moi, qui entend des voix. Et ce sont pas du tout des voix négatives ou mauvaises ou quoi que ce soit, hein. Elle entend des voix. Et des voix extrêmement bienfaisantes, qui lui donnent des conseils, C'est pas moi, hein, moi ça m'est jamais arrivé d'entendre des voix encore. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant ça m'a encore jamais arrivé. Oui, je trouve ça marrant, parce que... Et donc, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, mais dis donc... Je me suis dit, dis donc, devant un psychiatre, ça doit être gentil, quoi. Mais cette nana, elle est géniale, hein. C'est une nana qui est vraiment extraordinaire. Et qui fait énormément de bien autour d'elle.
Alors, je sais pas à quoi ça correspond sur le plan psychiatrique, parce que j'ai pas les compétences, mais je serais assez curieuse de savoir quelle interprétation la psychiatrie donne d'un pareil cas, en fait. Voilà. Moi non, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas, ça doit faire un peu bizarre quand même, hein. C'est pas des acouphènes. J'essaie d'imaginer ce que je pourrais en faire, enfin artistiquement, un sketch. Mais je pense qu'il y a sûrement des limiers qui sont déjà sur le... Il y a sûrement des limiers qui sont sur le... Mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'au sein des hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui pensent qu'ils sont envoyés de Dieu. Alors avant que la psychiatrie n'existe, ces gens-là, évidemment, ils existaient aussi, et puis ils étaient dans la nature, hein. Voilà. Et puis de temps en temps, il y en a un, dans le lot, si vous voulez, il y en a un qui dit bon, on va prendre les armes et puis on va aller faire la guerre et puis on est envoyé de Dieu, quoi. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un se fout sur la gueule à quelqu'un d'autre, il prétend qu'il est envoyé de Dieu, quoi. Donc vous commencez à nous emmerder, quoi. Hein, d'accord? Vous commencez à nous emmerder grave. En fait, c'est ça le problème. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui, en fait, ce qui se passe aussi, oui, je m'éloigne, enfin, je m'éloigne pas tant que ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se raccrochent à la religion parce qu'ils sont en manque d'image paternelle. Alors là, évidemment, ça touche à différents problèmes. Parce que le fait que je prétende ça, c'est malheureusement une évidence, hein, je sais très bien que la psychiatrie me suit complètement sur ce terrain-là parce qu'ils savent que c'est la vérité. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont être tentés de dire que dans ce cas-là, bah, effectivement, tous les gens qui partent faire le djihad, c'est parce qu'ils ont un mauvais père. Eh bien, c'est plus complexe que ça, quand même, et infiniment plus subtil que ça. Parce qu'aujourd'hui, parmi tous les gens qui sont tentés par le djihadisme, il y a énormément de familles parfaitement structurées, catholiques, musulmanes, toutes les religions sont concernées, et tous les milieux sociaux sont concernés, et absolument pas plus les musulmans que les autres, justement. C'est ça qui est intéressant. Et dont les pères sont des gens tout à fait bien et tout à fait respectables et qui ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient pour élever leurs enfants. Je tiens juste à rappeler que d'élever des enfants, c'est une responsabilité, qu'il y a, je pense, un certain nombre de choses à faire pour limiter le risque que ce genre de choses se produisent, c'est vrai, mais même en prenant toutes les précautions, un individu, c'est quelqu'un qui a une histoire particulière, qui a un cursus particulier, et que personne n'est à l'abri que ce genre de choses se produisent. Je tiens juste à préciser qu'avant qu'il y ait Internet, et qu'avant qu'Internet ne donne l'opportunité à ces jeunes-là de partir faire le djihad, ces jeunes-là se retrouvaient avec la même problématique dont ils pensent malheureusement avoir trouvé une forme d'issue là, ce qui est complètement illusoire, hein, complètement bidon en fait, parce que ça peut pas être une issue de partir faire le djihad. Ça ne pourra jamais être une issue. Mais ces gens-là avant se retrouvaient embrigadés dans d'autres structures. Ça pouvait être le banditisme, ça pouvait être le fait de travailler professionnellement dans le milieu de la drogue, tueur à gages, se faire embrigader par certaines sectes, etc., etc. Je veux dire par là que le djihad, je serais tenté de dire, est à la mode, entre guillemets, plus pour très longtemps, je pense, personnellement, mais avant, c'était tout simplement d'autres idéologies qui faisaient exactement le même mal, en fait. La scientologie, par exemple, d'autres dérives sectaires captaient ces jeunes-là qui étaient ou qui sont en perte de repères et se les accaparaient en se faisant passer pour des pères de substitution. Parce que c'est ça, en fait. Hein, c'est un manque de références assez souvent paternelles ou de mentors, en tout cas. Par exemple, dans une famille où le jeune homme ou la jeune fille sont en rupture de dialogue avec les parents, c'est vrai que statistiquement, l'adolescent se trouve plus en danger. Ça ne veut pas dire qu'il va aller faire le djihad, bien sûr, mais il se trouve plus en danger, c'est une évidence. Alors, pour quelles raisons certains parents sont-ils en rupture avec leurs enfants ? Ça serait bien, comment dire,
présomptueux de ma part de donner des recettes miracles. Mais une chose est sûre, c'est que il y a certains comportements à éviter envers les adolescents et envers les enfants qui sont susceptibles de générer ce type de problème. La rupture du dialogue, par exemple, tout simplement. Hein. Les parents qui sont absolument certains d'avoir raison systématiquement et refusent d'être remis en cause par leurs enfants. Oui, j'ai bien dit des parents remis en cause par leurs enfants. Parce qu'il est parfaitement normal pour un enfant de remettre en cause ses parents en tant qu'éducateurs. Remettre ses parents en cause, ça ne signifie pas les juger et les condamner en leur disant « vous avez été de mauvais parents ». Ça n'est pas du tout ça dont il est question. Il s'agit simplement d'autoriser vos enfants à se sentir suffisamment en confiance vis-à-vis de vous pour vous entendre dire peut-être qu'à telle époque, t'as pas vraiment fait ce qu'il fallait, quoi. À partir du moment où les parents admettent que peut-être ils n'ont pas été parfaits, c'est tout ce que le jeune demande en général. Et c'est tout ce que le jeune demande pour renouer le dialogue. Tiens, j'entendais justement il y a quelques jours une interview d'Henri Dess, qui était invité de Pascal Clark. J'ai pas encore eu le temps d'en parler parce que évidemment ça me fait beaucoup de choses à parler. Henri Dess, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est notamment spécialisé dans les chansons pour enfants. Et moi, il m'a carrément élevé mes filles. Hein. J'exagère à peine quand je dis ça parce que bon, c'est vraiment ça, quoi. Il passait en boucle. Bon, c'était encore des 33 tours à l'époque, donc je les ai encore. Et on le passait en boucle du matin jusqu'au soir, quoi. Et c'est un homme extrêmement intelligent et enfin on est complètement sur la même longueur d'onde, quoi. C'est vraiment une évidence. Et donc je tiens à préciser qu'on peut avoir la totalité de son répertoire complètement gratuitement et sans publicité sur son site internet. Donc je vais mettre le lien. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que dans l'émission de Pascal Clark, justement, il a parlé de plein de choses au niveau de l'éducation par rapport à ses enfants. Et il y a son fils, à un moment, quand il avait 15-16 ans, lui étant tout le temps parti en tournée, c'est pas toujours facile hein, de trouver la bonne nuance à avoir avec ses enfants quand on est tout le temps parti pour travailler, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de gens. Et donc un jour son fils lui a dit mais en fait vous êtes des vieux cons quoi. En fait vous êtes des vieux cons. Carrément. Et donc il lui a expliqué, il lui a dit tu dis ça aujourd'hui mais c'est pas nous. Non, vous avez changé. Vous êtes plus du tout ce que vous étiez avant, vous avez vraiment changé. Donc c'est vrai que ça voulait dire, au cas où il n'aurait pas décrypté, ça veut dire vous êtes devenus des vieux cons. C'est ça que ça voulait dire. Et donc il a expliqué à son fils, il lui a dit, en fait tu penses que nous on a changé, mais c'est peut-être toi qui as une façon différente de nous juger aussi, parce que tu as grandi et que donc tu ne penses plus les mêmes choses que tu pensais avant. Bon, je sais pas où il en est par rapport aux relations avec son fils, mais le seul et unique moyen de ne pas perdre le contact avec vos enfants et vos adolescents, c'est de ne jamais rompre le contact. Hein. Si votre enfant vous dit tu nous imposes tel truc, mais je ne suis pas d'accord, et que systématiquement vous lui renvoyez une image strictement autoritaire, sans aucun dialogue et sans aucune explication, il ne faut pas vous étonner que votre enfant ait tendance à aller ouvrir son cœur à d'autres personnes. Il y a des gens malheureusement qui en sont là aujourd'hui, quoi. Alors vous me direz, j'ai une grande gueule en tant que mère. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, j'ai 3 filles qui sont grandes. Je suis pas une mère parfaite, mais il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est qu'on ne pourra jamais m'accuser d'avoir rompu le dialogue avec mes filles. Je pense pas. Jamais encore. C'est déjà arrivé qu'une de mes filles, un jour, on était à Flunch, pour ne rien vous cacher. On était en train de prendre un pot ensemble. Non, c'était pas à Flunch, je sais plus où c'était. Enfin bref. Et elle me dit d'un air extrêmement attendri, mais donc elle avait 23-24 ans, donc elle était plus adolescente, vraiment, elle était déjà dans la vie active. Elle me dit, quand même, vous avez été vachement bien hein, comme parent, vous avez été vachement bien. Puis elle me regarde en rigolant, puis elle me dit, bon, à part le caté, hein, franchement le caté, alors évidemment, grosse crise de rigolade toutes les deux, on a vraiment franchement rigolé. Et puis je la regarde en rigolant, je lui dis écoute, t'as le mérite de la franchise au moins. Mais les 2 autres me l'ont pas encore fait ce coup-là, mais je pense que ça va venir. Mais je pense qu'il est extrêmement important d'accepter d'être jugé par ses enfants.
Parce que à partir du moment où vous acceptez d'être jugé par vos enfants, vous avez toutes les chances. Déjà, c'est une preuve de confiance absolument extraordinaire que vos enfants vous offrent. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, ils vous renvoient du coup l'image de parents imparfaits. Eh bien, soit l'avenir est devant vous et vous avez toutes les chances de vous améliorer dans votre rôle de père et de mère. Donc c'est pour ça que c'est important d'être jugé. Moi, je n'ai pas peur, je pense pas avoir été... moi, j'ai eu certaines règles pour élever mes enfants, c'est vrai, certaines règles toutes bêtes qui consistent... Alors ça, pour le coup, j'en suis certain. C'est pas dans les doutes, là, c'est vraiment dans les certitudes. C'est que dès l'instant que vous imposez quelque chose à votre enfant, eh bien, il faut toujours l'expliquer. C'est-à-dire que dès l'instant qu'une règle, surtout si c'est une règle qui est chiante, si c'est une règle qui est vraiment chiante ou désagréable, il est encore plus important de l'expliquer, parce que si vous l'expliquez, l'enfant, il adore qu'on lui explique tout. Il est curieux, un enfant par nature. Donc si vous lui expliquez, eh bien il va le faire beaucoup plus facilement. Même si c'est simplement pour ranger la chambre, même si c'est simplement pour se laver les dents ou pour faire sa toilette. Hein. Vous lui dites, ben voilà, ton corps il t'appartient à toi, et je te signale que tu vas en avoir 15 jusqu'à la fin de tes jours, donc si jamais tu vis jusqu'à 85 ans, et que tu commences déjà à être négligent avec lui si jeune, eh ben dis donc, il est mal barré jusqu'à la fin, donc il faut que tu prennes soin de ton corps. C'est aussi con que ça, je pense pas que ce discours-là ait été tenu par grand monde, mais bon, c'est vrai que j'ai une relation particulière à mon corps à moi, que j'aime beaucoup personnellement, mais je pense que c'est vraiment très important d'accepter d'être jugé par ses enfants. Ça ne veut pas dire que vous renoncez à votre rôle de parent ou que vous vous mettez en défaut, absolument pas. Au contraire, c'est l'occasion d'ouvrir la réflexion et le dialogue. Hein, si jamais une période, 4 ou 5 ans avant, vous aviez décidé de tel truc et qu'il n'était pas d'accord et qu'il a la possibilité de vous le dire, vous lui dites, bah, explique-moi pour quelle raison tu dis ça, je comprends pas, moi je considère que c'était bien pour tel truc. Moi par exemple, j'ai toujours fait le plus possible attention au fait que les règles soient les mêmes pour les 3 filles. Le problème c'est que l'aîné c'est l'aîné et puis c'est pas facile d'être l'aîné. Hein. La dernière, ah bah oui c'est la petite dernière, alors c'est pas facile. Puis celle du milieu, bah ah bah oui mais c'est pas facile d'être au milieu parce qu'on est coincé entre les deux. Enfin il y a toujours une bonne raison de se plaindre de ne pas avoir eu une enfance extraordinaire ou idéale ou de ne pas avoir été suffisamment aimé ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose. Donc c'est pour ça que je veux dire, on essaie toujours de faire pour le mieux. Et puis un jour je me souviens qu'il y en a une qui m'a dit, mais dis donc le fait de pas regarder la télé le soir couché à 20h30, tu peux m'expliquer pourquoi la petite dernière, allô boss, c'était n'importe quoi. Je m'en rendais absolument pas compte. Je ne m'en rendais absolument pas compte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, on devient un petit peu plus laxiste. Alors heureusement, je me suis arrêtée à 3, mais c'est pas fini, je crois. C'est pas fini. Mais je ne serais pas si laxiste que ça.